Biographie de Monseigneur, de son Excellence Monseigneur Faustin Ngabou, évêque émérite de Goma. 1935-2025. 90 ans d'existence, 62 ans de sacerdoce, 51 ans d'épiscopat, dont 36 ans de ministère épiscopal comme évêque titulaire du diocèse de Goma. Pour dire combien c'est une tâche ardue de présenter en quelques minutes l'histoire de ce grand homme de Dieu qui a joui d'un grand don de longévité. Nous allons subdiviser, si on peut dire comme ça, sa vie en 5 étapes. De 35 à 63, soit la lointaine enfance, sa jeunesse, sa vocation sacerdotale, jusqu'à l'ordination. Il est né donc en 1935. Conventionnellement, on retient, en regardant son passeport, le 1er janvier 1935. Mais en vérité, on ne connaît pas la date exacte du jour, du mois et de la semaine. Il est né à Lopa, paroisse de Grodro, groupement Madze, chez Teribahema Nord, là-bas ça s'appelle comme ça, territoire Djougou, province d'Ituri. Les parents, Joseph Ladjo et Frasi Ipala, sa mère. Il est l'aîné et le fils unique, le garçon unique d'une fratrie de 8 enfants, dont cette fille. Parmi les filles qui sont déjà de grandes mamans, il y a Joséphine qui est ici, Angèle, Moretti et maman Honorata que nous connaissons. Avec humour, il aimait raconter lui-même qu'avant l'école primaire, soit autour de 6 à 7 ans, il était berger des vaches de ses oncles paternels. Et quand il dit ça, c'est pour dire qu'il y a comme un fil conducteur entre les petits bergers de son village, à Lopa, et le grand pasteur de l'église qu'il est devenu plus tard. Voilà, il a grandi donc chez sa grand-mère paternelle pendant quelques années avant de retrouver ses parents, maman Nzouvé, et puis, bon, comme son grand-père, Nzaza était déjà décédé, c'est pourquoi on l'appelait Ngabou. Quand un garçon naît et qu'il n'y a pas, et que son grand-père est mort, on l'appelle Ngabou. 1943-1949, école primaire à partir de 8 ans à Kilomine. Baptisé le 8 mars 1947, à l'âge de 12 ans, donc il a conquis lui-même son baptême, il n'a pas été baptisé bébé. Confirmé le 8 août 1947 à Kilomoto. À partir de 1949 jusqu'à 1956, il fait le petit séminaire à Kilomine. De 1956 à 1959, il fait la philosophie à Baudouinville, Moba, dans le Tanganyika. De 1959 à 1961, il commence la théologie, toujours à Baudouinville, mais avec la sécession katangaise, les Congolais sont chassés et ils rentrent au Congo. Et il continue sa théologie de 61 à 62 à Mouressa, une année, avant d'être envoyé à Rome de 62 à 63. À Rome, en 63, il finit sa théologie et il est ordonné prêtre. Donc, là finit la première étape, disons, pour comprendre sa vie. Donc, il est ordonné prêtre le 21 décembre 1963 par le cardinal Agajanian à 28 ans. C'est un grand groupe de prêtres, 44 prêtres ordonnés à la fois, dont 4 prêtres congolais. Le cardinal, celui qui deviendra le cardinal Laurent Monsengo, c'est son confrère de promotion, Monseigneur Haïti, qui a commencé comme coadjuteur donc je crois, et puis est devenu évêque de Siro, et puis Abbé Charles Bilemo.
En 64, il fait sa licence en théologie toujours à Rome et finit sa théologie pour commencer son doctorat en droit canon de 64 à 68, toujours à Rome. En 68, à peine terminé, il rentre au diocèse à Bunia et il est fait curé de Rita, la paroisse de Rita, de 68 à 69, une année. Et à partir de 69, il est envoyé à Moressa, où il avait déjà été comme étudiant. Il est professeur et vice-recteur de Monseigneur Mpenda Watu. De 70 à 74, il devient recteur lui-même du grand séminaire de Moressa. Il s'est fait remarquer à cette époque-là, autour des années, en tout cas de son rectorat, il s'est fait remarquer par son refus catégorique d'introduire la JMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, dans le grand séminaire, malgré les insistances du gouverneur Ndebo et contre la fameuse politique de l'authenticité. En 74, le 25 avril 1974, il est nommé par le pape Paul VI évêque coadjuteur du diocèse de Goma, le 25 avril 1974. Comme Monseigneur Boussimba, Joseph Boussimba de heureuse mémoire, meurt justement le 7 septembre 1974, Monseigneur Ngab devient de facto son successeur, il devient évêque de Goma, mais il faut attendre encore un peu, le 27 octobre 1974, pour être ordonné ou sacré évêque à 39 ans par son Excellence Monseigneur Moulindo Mutabesha, avec comme co-consacrateur Monseigneur Ukech, évêque de Bunia, et Monseigneur Pataki, archevêque de Kisangani. À son arrivée donc au diocèse, Monseigneur Ngabo n'a que 16 prêtres diocésains, dont l'unique encore en vie aujourd'hui est son Excellence Monseigneur Théophile Kabol. C'est vous dire que l'essentiel du clergé de Goma aujourd'hui, nous sommes plus ou moins à 174, il en a ordonné à peu près 112, comme nous le verrons plus tard. Il commence en 74, donc il commence son ministère épiscopal sous la campagne de la zaïrianisation, avec les conséquences de la politique de l'authenticité, un conflit entre l'Église et l'État, avec la suppression des mouvements d'action catholique, la nationalisation des écoles, etc. Ceux qui ont vécu cette époque-là se souviennent bien. Troisième époque, de 74 à 92. 74 et 92, c'est l'époque où il lance la pastorale nouvelle des communautés ecclésiales vivantes à partir du 8 octobre 1975. Et puis, dans cette période, il est nommé, il est désigné en tout cas comme premier président de la CEAC. L'abbé Badidi qui est avec nous comprend de quoi il s'agit. Et puis, il va amorcer un synode diocésain à partir de 87. Mais, et ce n'est pas un détail, le 8 octobre 1975, il est nommé par le Saint-Siège, un peu après sa consécration comme évêque du diocèse de Goma, il est nommé assistant religieux de la congrégation des filles de Marie. Nous tous nous plairons Monseigneur Ngabou comme évêque émérite, etc. Mais je pense que les filles de Marie ont quelque chose en plus à pleurer. Et nous leur disons condoléances. Ils perdent un père spirituel, quelqu'un qui a aidé la congrégation à se refonder de 75 jusqu'à 85 au moins. Et il a continué jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc 76, il lance la pastorale des communautés de base. Communauté de base, c'était quoi? C'était la prière ensemble dans une communauté, l'écoute de la parole, et c'était la caritas, justice et paix, assistance aux vulnérables, hygiène, alphabétisation, beaucoup de choses. Et tout, un petit gouvernement, une petite église domestique, et il lance ça. Et le diocèse de Goma est devenu comme pionnier au niveau du Congo
C'est une chose que les évêques avaient souhaité depuis 61, ils l'ont rappelé en 67, mais à Goma, ça a commencé en 76. En 77, le 10 janvier, il y a une grosse éruption du Nyiragongo déjà, nous sommes en 77, et le diocèse devient comme l'unique point de référence pour aider les sinistrés et loger les déplacés de ce volcan. Et puis il y a eu une crise forte de choléra. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à imaginer de fabriquer le sérum pour sauver les gens qui sont victimes de choléra. Le 20 février 1980, il écrit une lettre pastorale. Ce n'est pas la première, mais elle est disons, celle qui a fait beaucoup de retentissement. Être chrétien au Kivu, ceux qui se rappellent comprennent de quoi il s'agit. C'était vraiment la dénonciation du mal zaïrois de l'époque, la corruption, les arrestations arbitraires, mais surtout dans notre diocèse, les déguerpissements forcés des paisibles populations qui occupaient des anciens lotissements de ce qu'on a appelé la CENKI, le Comité national du Kivu, à l'époque coloniale. Donc on chassait les paysans et ils devaient se débrouiller pour trouver où s'installer. Et il a dénoncé ça avec force, et cette lettre-là a fait un grand retentissement dans notre région. En 1983, il fait une rencontre fortuite avec les catéchistes du chemin néocatéchuménal. Ce n'est pas un petit détail, parce que cette rencontre a donné naissance à une rencontre qui venait de Kinshasa dans l'avion. Ils se sont rencontrés dans l'avion, ils se sont salués sans se connaître, et ils ont pris le rendez-vous pour commencer à lancer le chemin néocatéchuménal ici à Goma. Et ça a donné naissance à des communautés que vous connaissez, qui sont le rayonnement et un appui important à l'évangélisation. De 85 à 90, voilà, il est désigné comme président de la CEAC, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, Rwanda, Burundi et Congo. Congo, Rwanda, Burundi, comme à l'époque, voilà, comme il a profité de cette présidence pour proposer des choses, en profitant du fait qu'il existait déjà la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CPG qui est restée comme un papier qui nous fait passer à la frontière. Mais c'était une idée, et il en a profité pour proposer aux chefs d'État, les trois chefs d'État, Mobutu, Habyarimana et Buyoya. Il leur a proposé en 1988, à l'époque où il y avait la guerre au Burundi, Ntega, Marangara, il y avait des massacres, il a proposé que les trois pays se constituent en un pays, en un seul pays, en un État fédéral, avec une même armée, avec des polices nationales, avec une même monnaie, avec une même diplomatie. Bon, évidemment, cette idée a été rejetée, surtout par le Rwanda. Mobutu était d'accord parce qu'il a compris qu'il allait devenir le chef de cette affaire-là. Mais il a proposé à Buyoya une autre chose qu'on a rappelé hier. Il a demandé à l'ambassadeur du Burundi qui était au Rwanda, qui était dans une réunion, c'est une réunion de la CEAC à Kigali. Alors il a proposé à cet ambassadeur de dire au président Buyoya de faire un coup d'État contre lui-même. Alors tout le monde s'est moqué de lui et on lui a demandé qu'est-ce que ça voulait dire un coup d'État contre lui-même. Et il s'est expliqué en disant, dites au président Buyoya, qui est censé être Tutsi, de nommer un premier ministre Hutu, qui va faire un gouvernement moitié-moitié, des ministères pour les Hutus et des ministères pour les Tutsis pour la première fois. Et des ministères importants, pas des petits ministères comme ça, non, non. Donner des bons ministères, ministère de la Défense, de l'économie, de l'argent et tout ça. Et Buyoya a fait ça. Il a nommé Adrien Sibomana qui a fait un gouvernement nouveau. De 88 à 93, 5 ans d'accalmie, 5 ans de paix et de pacification et de retour des réfugiés qui traînaient au Rwanda, partout à gauche, à droite, et les réfugiés de 72, parce qu'il y avait eu un massacre qu'on appelle aussi génocide au Burundi. Et donc, cette idée-là a mordu et ça a été mis à l'application.
les Burundais peut-être ne le savent pas. Pour revenir à notre diocèse, à partir de 1986, Monseigneur Ngabo a lancé dans une lettre pastorale Partage pour construire notre église la campagne pour l'autoprise en charge, l'autofinancement, la prise en charge de l'église locale par elle-même. Cette idée-là déjà était là en 1986. Il portera ça quand il deviendra président de la conférence épiscopale à Kinshasa, avec Nyamachumbi et tout ce monde-là. Le 29 novembre 1987, il lance le synode diocésain sur le thème « Je suis ton frère ». C'était pour revisiter la pastorale des communautés de base qui était déjà plus ou moins en perte de vitesse à cause de la montée du tribalisme, des communautés mutuelles, tribales, etc. Et aussi la question persistante de la nationalité des populations rondophones de son diocèse et la paupérisation des masses, etc. Bref, cette période-là, de 74 à 92, c'est une période, je dirais, glorieuse, pacifique, propice à l'édification du diocèse de Goma, avec la réorganisation des anciennes congrégations, les Frères Blancs, les Carmes, ils se réorganisent, ils viennent à Goma, ils quittent les paroisses de campagne, et puis l'arrivée de beaucoup de congrégations masculines nouvelles, dont les Xavériens en 76, les Salésiens en 81, les Palotins en 81, les Karacholines en 82, les Sacré-Cœur à Mutongo qui ont fait 5 ans, de 90 à 95, etc. Et beaucoup de congrégations féminines nouvelles. J'ai peur de faire la liste pour ne pas me tromper et offusquer quelqu'un, mais elles sont nombreuses, elles sont ici. Parmi les dernières, il y a l'Église de la Maria, septembre 2003, les RIC, religieuses de l'institution chrétienne, 2003 je crois, etc. Quatrième période, de 92 à 2000. C'est une période où il quitte le diocèse, il devient président de la conférence épiscopale du Zaïre, la 16. Un mandat à la fois difficile et périlleux, mais aussi rayonnant. Difficile pourquoi? Parce que désormais, Monseigneur Ngabo doit se diviser au four et au moulin. Il doit s'occuper du diocèse, mais aussi s'occuper des problèmes du Zaïre de l'époque, et c'est des gros problèmes. C'est des problèmes qui concernent la conférence souveraine nationale, et des problèmes où c'est la fin du régime de Mobutu, donc des gros problèmes se posent, et c'est là qu'il devient président de la conférence. Et cette période-là aussi, c'est la période, je dirais, glorieuse, on verra pourquoi. Il deviendra conseiller à la propagande fide et même consulteur à la doctrine de la foi à cause des problèmes de certains théologiens africains. Une période où un mandat périlleux à cause de ses antérieures prises de position sur la question épineuse de la nationalité, comme on disait, etc. etc. Mais c'est aussi la période du génocide du Rwanda contre les Tutsis. Il est au synode en même temps à Rome. Il est obligé de prendre position. Les évêques du Rwanda ne sont pas allés au synode de 94. Donc il est l'unique témoin dans la région qui peut éclairer un peu le pape Jean-Paul II sur cette question-là. Et je pense que si le pape Jean-Paul II a été le premier à dénoncer ce génocide-là et à l'appeler génocide, à le qualifier de génocide, je pense que c'est grâce aux entretiens qu'il avait avec Monseigneur Ngabo. C'est aussi, non, je dis que c'est une période périlleuse. Pourquoi? Parce que c'est la période où commencent en même temps les guerres locales d'ici, interethniques. C'est ainsi que le 12 mai 93, dans cette cathédrale, il a risqué d'être lynché, il a risqué un lynchage des groupes qui pensaient que c'est lui qui attise la guerre, c'est lui qui attise la division, c'est lui, etc., etc. Il était accusé de ces choses-là. C'était à l'occasion de la visite du cardinal Etchegaray. Il y avait aussi Monseigneur Mosengo
qui était entouré et protégé parce qu'il était président justement du Haut Parlement, Conseil de la République. C'était une chose très compliquée là-bas. Mais il était comme un chef d'État. Donc il était vraiment, il y avait des gardes ici partout, c'était plein de forces armées, un peu comme aujourd'hui. Alors, en 94 juillet 94, c'est bien sûr le déversement des réfugiés rwandais ici à Goma par milliers, à peu près 2,5 millions. Et le diocèse a tout fait pour accueillir les réfugiés rwandais qui fouillaient l'avancée du FPR. Le clergé de Nyundo, le clergé de Rwengeri, religieux et religieuses ont été hébergés, certains à la procure, il n'y avait pas grand-chose. Beaucoup d'autres à Bohimba, au séminaire et dans les maisons qui sont tout autour du séminaire là-bas. Monseigneur Ngabo a fait tout ce qu'il pouvait pour que, malgré le nombre, malgré la précarité, que ces frères soient accueillis dignement, aussi dignement que possible. Et puis, dans les communautés, toutes les communautés religieuses étaient encouragées à accueillir les réfugiés sous la coordination de son Excellence Monseigneur Ngabo. De 1995 à 1996, bon, on l'a dit hier, il a sauvé des gens à Kinshasa qui étaient menacés d'extermination. Bon, pour dire le cadre, ce n'était pas tout à fait de son initiative sentimentale personnelle. Non, non, non. Il a dû consulter le premier ministre de l'époque, Kengo, qui a donné son accord, qui était lui aussi exaspéré, il ne savait pas quoi faire. Et le Parlement était devenu plus fort que le gouvernement. Mais avec Kengo comme Premier ministre et la maison civile de Mobutu et la maison militaire, ils ont donné à Monseigneur Ngabo l'autorisation d'évacuer les ressortissants d'ici chez nous qui avaient la morphologie tutsi indésirable, mais ils étaient nombreux. Et je me souviens du docteur, de notre docteur, misérable. Il est tombé victime de cette affaire-là, parce qu'il ressemble à des gens qu'on chassait, qu'on ne désirait pas. Et beaucoup d'autres du Bas Congo, beaucoup de Bashi, des gens comme ça, tous ceux qui ne sont pas. Alors, bon, donc il a fait tout par milliers à les faire traverser par le beach jusqu'à Brazzaville. Donc il a fait ça avec l'accord, si vous voulez, du gouvernement, au moins l'accord tacite, parce que le gouvernement n'avait pas besoin non plus que le pays soit éclaboussé et qu'il soit compté parmi les gens qui massacrent leur propre population. Au passage, son séjour à la conférence épiscopale, parce qu'il faut en parler aussi, il a beaucoup contribué à l'édification de l'Église nationale du Congo. Il y a une lettre tenue dans la foi qui apparaît en 1993, et puis il a organisé bien sûr du côté du Congo les évêques et les théologiens qui devaient aller au premier synode sur l'Afrique en 1994. Il a travaillé sur la béatification de Isidore Bakanja, qui a été justement béatifié lui aussi en 1994. Et surtout, ils ont édité pour la première fois au niveau de l'Église du Congo la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles. Nous sommes en 1995. C'est un livre que vous pouvez vous trouver dans votre bibliothèque, les dates de cette époque-là. 96-97, il a lancé la pastorale de la nouvelle évangélisation ici chez nous au diocèse, avec des thèmes bibliques, en s'inspirant un peu de la pratique de l'annonce kerigmatique chez les néos. Et à partir de 2000, cette évangélisation s'est appuyée beaucoup sur la pastorale des 10 paroles ou les 10 commandements. C'était une nouvelle pastorale qui a donné naissance à une grande solidarité interparoissiale avec les jumelages des paroisses de l'intérieur et les paroisses de la ville. Donc une sorte de missionnalité à l'intérieur du diocèse. C'était encouragé. Mais cette période-là de 96-97, comme c'est la guerre qui éclate, Monseigneur Ngabo a eu beaucoup de difficultés parce qu'il a dû lutter parce que l'Union européenne, pour ne pas dire la France, voulait sauver coûte que coûte le régime de Mobutu. Il fallait donc arrêter l'avancée
de la rébellion, de l'AFDR, et il fallait arrêter ça à Kisangani. C'était coincé là-bas, c'est comme ça que Kisangani est devenu le point névralgique de cette avancée de la rébellion. Et pour pouvoir intervenir, l'Union européenne avait besoin d'une justification, et la justification c'était le double génocide. On dit, on a fermé les yeux, on a été distrait, il y a eu un génocide en 1994, il ne faut pas qu'il y en ait un deuxième au Congo, et on a commencé à dire qu'il y avait un double génocide, un génocide qui était en train de se commettre au Congo par l'avancée de l'AFDR avec le FPR et tout ça. Et M. Ngabo a dû prendre position sur cette affaire du double génocide parce qu'il y avait une manipulation pour pouvoir intervenir. Les Français étaient déjà à Bangui, pour intervenir à Kisangani, c'était une question de minutes. Et malheureusement, donc, Kisangani est tombé au mois de mars, mais Monseigneur Ngabo est resté avec cette blessure parce qu'il était presque considéré comme une personne non grata dans certains milieux en Europe, milieu ecclésiastique et milieu étatique. Dernière époque, dernière période, 2000-2025. Ce sont les dernières fondations, c'est l'époque de l'éméritat, c'est l'époque du grand jubilé d'or, etc. Donc, le 17 janvier 2002, de nouveau, l'éruption volcanique qui a failli emporter Monseigneur Ngabo parce qu'il est tombé en coma, il venait d'un voyage, il a tenu à passer la nuit à l'évêché. L'évêché à l'époque c'était la procure. Alors à cause des gaz qu'on respirait dans la zone ici, il est tombé en coma. Il a été sauvé de justesse par évacuation sur Kigali. Et en cette année-là, donc 2002, tous les diocèses du Rwanda, presque en tout cas, nous ont assisté en très grande solidarité. Ils ont manifesté leur grande solidarité en biens, en dons, en vivres, en argent. Presque chaque semaine, il y avait un diocèse, un vicaire général, avec des prêtres, avec des biens, des camions, tout ça. Je pense que c'est sans doute aussi en reconnaissance de l'accueil que Monseigneur Ngabo avait réservé aux réfugiés en juillet 1994. Voilà. Donc, ok, bon, Kadia, il va 1994 et 2002. Le 24 mars 2002, dimanche de Ramon, il subit une attaque à la grenade aux approches du centre Mungano. Il y a 2 morts, une fillette et un prêtre de Tchumbi qui était de passage et qui était venu pour les soins, et il a trouvé la mort là-bas. Beaucoup de confrères sont blessés, le père Jacques,